puis on accueille tout de suite notre invité, c'est vous, Général Jérôme Pellistrandi. Bonjour. Bonjour. À vous. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'aller un petit peu plus dans le détail sur les modalités de cet accord, est-ce que déjà cette séquence qu'on attend aujourd'hui, la rencontre entre les deux présidents, c'est déjà le commencement de ce qu'on peut considérer comme la fin de la guerre en Ukraine? Est-ce qu'on en est plus proche que jamais? Le début de l'ébauche d'un éventuel commencement. Mais on revient de très loin. Cela a été dit à l'instant dans le reportage, il y a encore quelques jours, Donald Trump traitait Volodymyr Zelensky de dictateur et exprimait un mépris complet à l'égard de Volodymyr Zelensky. Le fait qu'il y ait cette rencontre aujourd'hui à Washington est déjà un élément positif. Et il faut souligner, cela n'a pas été assez dit, le rôle extrêmement important du président de la République Emmanuel Macron lorsqu'il est allé à Washington, parce que il a négocié durement pour que Donald Trump revienne et considère que Volodymyr Zelensky est un chef d'État légitime, élu démocratiquement, même si effectivement son mandat a été prolongé. Mais bon, voilà, c'est un début. On verra ce soir quelle est l'attitude de Donald Trump, mais on revient de loin. On revient de loin. Vous dites aussi que c'est tout de même un élément positif. Vous soulignez le rôle d'Emmanuel Macron qui a donc, si je vous suis bien, préparé cette rencontre. Dans tous les cas, la réalité, le constat aujourd'hui, c'est que le président ukrainien est prêt à vendre les sous-sols de son pays pour protéger le sol ukrainien. On peut le dire comme ça? Alors, on peut le dire comme ça, bon, sachant qu'il faut bien comprendre que les terres rares sont au XXIe siècle, parce que les hydrocarbures ont été pour le XXe siècle et le charbon pour le XIXe siècle. Bon, pour Volodymyr Zelensky, c'est une façon assez habile de négocier en quelque sorte un appui américain. Il a bien compris la psychologie de Donald Trump qui est en fait dans le deal. Il faut, transactionnel, cette logique il faut faire du business. Bon, sachant qu'au départ, Trump avait mis la barre très très haut. Bon, voilà, il faut trouver un modus vivendi. C'est ce que Volodymyr Zelensky semble proposer. Bon, sachant que c'est pas après-demain que les terres rares vont se déverser dans l'industrie américaine, parce que c'est des processus qui sont lents. La problématique des terres rares, c'est qu'il faut creuser beaucoup pour obtenir de faibles quantités. Bon, donc ça demande des infrastructures, de la logistique, mais c'est aussi de la part de Volodymyr Zelensky l'idée que ça peut être aussi, c'est un pari sur l'avenir, sur l'économie de demain pour l'Ukraine, qui a été pendant très longtemps tournée vers l'industrie lourde, l'acierie, avec le charbon et ainsi de suite. Mais on ne sait pas jusqu'à quel point, Général, l'Ukraine va profiter de cette transaction. On ne sait pas si c'est toute l'ambiguïté de la question. C'est comment cela va se passer. D'autant plus que dans ce transactionnel entre les États-Unis et l'Ukraine, ce sont des entreprises américaines. Bon, donc c'est pas directement le contribuable américain qui va en bénéficier. Donc il va falloir voir après comment cela se construit, comment cela va se répartir. Sachant que les Européens sont aussi là-dessus. Bon, voilà. Mais Volodymyr Zelensky a su habilement manœuvrer, là encore, en revenant de très loin. Est-ce que ça peut profiter aux Russes aussi? Parce que certains territoires, justement, sont toujours sous occupation russe, ceux qui regorgent de ces minerais. Oui, sachant que il ne faut pas oublier que la Russie, c'est aussi 20% des terres rares. C'est-à-dire que l'immensité de l'Empire russe, en quelque sorte, fait qu'il y a aussi énormément de terres rares. Et donc, l'idée exprimée au Kremlin, c'est que on pourrait aussi faire du deal, entre guillemets, avec Donald Trump sur les terres rares en Russie. Donc, est-ce que cet aspect économique va permettre de trouver une voie pour la cessation des combats? Peut-être, mais on voit bien que ça va être aussi un enjeu de demain, sachant que les terres rares, c'est un enjeu pour tout le monde, y compris les Européens, et que là, nous sommes très en retard parce qu'on n'a pas pris conscience de l'importance justement de ces terres rares dans l'économie de demain. Quand vous dites nous, ce sont les Européens, est-ce que c'est un constat d'échec aussi pour eux, ce qui se passe, et que le président américain les supplante aussi dans ce conflit? Oui et non, parce qu'il va y avoir le volet garantie de sécurité, et Donald Trump n'a cessé de dire que c'était le problème des Européens. Donc le réveil est très brutal pour les Européens. Et tardif? Tardif. Alors moins pour la France, qui a toujours
réaffirmé le besoin d'une autonomie stratégique européenne et pour lequel nous sommes bien plus préparés que nos partenaires européens. Mais c'est vrai qu'en l'espace d'un mois, on a complètement changé de monde, des renversements d'alliances. Et puis, bien sûr, ce qui a été brisé, c'est la confiance qu'il devait y avoir transatlantique entre les États-Unis et les pays européens. Du côté de l'OTAN aussi, je voudrais avoir votre sentiment général. On sait que le président Zelensky a mis carrément sa démission sur la table en échange d'une intégration de son pays. Fin de non-recevoir de la part du président américain. Est-ce que ça s'arrêtera là pour la candidature? Non, il faut rester là aussi prudent. D'abord, il faut rappeler que Donald Trump, normalement, il ne peut faire qu'un mandat. Voilà, donc c'est une question de temps. Dans 4 ans, question de temps. Bon, et parallèlement, il y a également le processus d'adhésion à l'Union européenne. Or, le processus d'adhésion à l'Union européenne, c'est sur une décennie, parce qu'il y a énormément de choses à faire sur l'alignement du droit ukrainien, des pratiques judiciaires. Bon, ce qui compte pour le moment, en fait, la problématique, c'est que pour Zelensky, il faut à la fois traiter l'urgence, c'est-à-dire mettre fin au combat parce que le pays est épuisé, avoir des garanties de sécurité, et puis après, on verra, sachant que de toute façon, la Russie reste une puissance menaçante et que même s'il y a la cessation des hostilités, il n'y aura pas de processus de paix ou en tout cas de réconciliation entre l'Ukraine et la Russie. Il y aura au minimum, enfin au maximum une paix froide en quelque sorte parce que les Ukrainiens ne veulent plus avoir affaire à la Russie. Donc il faut à la fois essayer d'aller vite pour arrêter la guerre, et puis après, il y aura la reconstruction, et dans le cadre d'une architecture de sécurité européenne. Donc c'est ça ce qui est très compliqué, avec un président américain qui change d'avis très facilement. Alors vous disiez à l'instant qu'effectivement tout peut changer après le départ de Donald Trump à l'issue de ces 4 années de mandat, mais qu'en est-il du président russe? Lui, il est installé depuis longtemps. Vous dites qu'il peut y avoir une paix froide, mais ça restera toujours une menace. Oui, il faut bien comprendre que Vladimir Poutine déteste l'Europe, déteste tout ce que l'Europe représente, c'est-à-dire la démocratie, le libéralisme, les droits de l'homme, et que donc de toute façon, même s'il y a cessation des combats, Vladimir Poutine poursuivra sa guerre de déstabilisation contre les Européens. Guerre hybride, par le cyber, par des attentats terroristes, des pressions militaires. Donc il faut bien comprendre que la cessation des combats sur la ligne de front en Ukraine ne signifie pas la fin de l'hostilité russe. Et je pense, pour ma part, qu'il faudra attendre la disparition de Vladimir Poutine pour que la Russie ne représente plus une menace. Mais tant que Poutine est là, la Russie représentera une menace directe contre, bien sûr, l'Ukraine, mais contre la sécurité en Europe, et y compris contre notre propre sécurité. Ce qui nous ramène à nous, et cette question qui revient souvent, la défense des Européens. On n'y est pas. Est-ce qu'on va y parvenir? Et elle semble en tout cas plus urgente que jamais. Oui, je dirais que le verre est à moitié vide ou à moitié plein. En l'espace de 3 ans, les Européens ont pris conscience d'abord qu'il fallait se réarmer face à la menace russe. Donc, on a eu une augmentation en 3 ans de l'environ de 30% des dépenses de défense pour l'Europe, mais il faut aller plus loin. Auprès de qui? On le fera auprès de qui? Auprès des Américains? Alors, c'est ça aussi. Et le président de la République, Emmanuel Macron, et le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, insistent pour que la solution, elle soit européenne. Et les pays qui ont acheté par exemple des avions de combat américains F-35 peuvent aujourd'hui peut-être légitimement s'interroger sur la pertinence. Donc c'est une opportunité majeure pour l'Europe. Il faut qu'elle saisisse cette chance. Merci beaucoup, Général Jérôme Pellistrandi. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.